Isolé au large de Marseille, une silhouette se dessine sur les flots. Château d'If. Construit sous François Ier, cette forteresse de pierre a été tour à tour bastion militaire, prison d'État et aujourd'hui lieu de légende. Elle a enfermé de vrais condamnés mais également nourri notre imaginaire, notamment avec le fameux Edmond Dantès, héros prisonnier ici dans le conte de Monte Cristo. Et vous allez le voir, derrière ces murs, fiction et histoire se confondent. Allez, au pas de course, ça grimpe. Mais quand il fait beau, il fait chaud. Peu importe, on a envie d'aller voir le château. Mais quelles sont les origines de ce château d'If? Alors, avant d'avoir un château, ici on a une île qui est totalement vierge. Et puis, au début du XVIe siècle, il y a un rhinocéros qui va faire escale sur l'île d'If. Comment ça? Pourquoi il arrive là, ce rhinocéros? Alors, ce rhinocéros, en fait, c'est un cadeau du roi du Portugal au pape Léon X. Et donc, pour l'acheminer du Portugal jusqu'au Vatican, on l'achemine en bateau. Sauf qu'il y a bien des moments où il faut qu'on puisse faire escale pour que la bête puisse se décourdir. Et donc, l'une des escales, ça va être à Marseille, sur l'île d'If. Et puis, François Ier va en entendre parler. Le rhinocéros, c'est quand même un animal exotique qui est très peu connu en Europe. Et donc, il va décider de venir jusqu'à Marseille pour voir cette fameuse bête. À partir du moment où il arrive sur l'île, il se rend compte de son point stratégique pour pouvoir en même temps défendre Marseille, mais aussi montrer le symbole du roi. Construire un château ici, c'est aussi une manière d'implanter le royaume de France à Marseille. Mais les Marseillais, ils ont peut-être pas vu ça d'un très très bon œil quand ils sont arrivés, non? Non, pas vraiment, parce que le château, autant il fait face à la mer, mais il fait aussi face à Marseille. Oui. Donc pour François Ier, c'est un moyen indirect de contrôler les Marseillais et d'asseoir son pouvoir sur cette nouvelle province. Le château d'If est même appelé la Malvoisine par les Marseillais. Et en 1591, rebelote, Henri IV arrive et n'est pas très apprécié non plus. Henri IV est protestant, mais les Marseillais, eux, sont fervents catholiques, et donc il va y avoir à nouveau cette animosité entre If et les Marseillais. Mais est-ce qu'un jour, les Marseillais vont aimer leur château d'If définitivement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense qu'ils l'apprécient, mais il faudra quand même leur poser la question pour vérifier. Mais quand est-ce que ce château a été construit, surtout combien de temps ça a pris pour sa construction? Alors la construction commence en 1524 et se termine en 1529, donc c'est assez rapide, il faut 5 ans pour construire le château. Mais quelles sont les particularités architecturales du château? Alors le château, sa particularité, c'est vraiment qu'on est sur une construction de style défensif. Vous avez vraiment une cour carrée et qui est accompagnée de 3 tours. Des tours qui sont hautes, massives, pour avoir vraiment ce rôle défensif. Et aussi, ça permet d'être vu au loin par les possibles attaquants qui voudraient prendre Marseille. Les murs sont assez épais là quand on voit la bâtisse. Oui, la particularité du château, c'est qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de massif de l'extérieur, d'assez grand. Et en fait, quand vous êtes à l'intérieur, c'est tout petit. Mais parce que entre chaque fenêtre, vous avez un mur d'épaisseur à l'extérieur et un mur d'épaisseur à l'intérieur. Donc il faut dire que les murs font en soi quasiment 2 mètres de large. Quels matériaux ont été utilisés pour construire ce château? On va utiliser uniquement de la pierre et vraiment que de la pierre. Mais de la pierre qu'on fait venir d'une carrière qui est à côté de Marseille. On ne peut pas exploiter la pierre qui est sur l'île puisque c'est du rocher pur et dur. Je vous propose, Antoinette, qu'on aille à l'assaut de ce château tout de suite. Pour accéder au château, on doit emprunter ce qui reste du pont-levis, c'est ça? Oui, alors c'est un pont-levis mais qui est par-dessus un fossé dit sec. Il n'y avait pas d'eau au château. Et c'est surtout la seule entrée et la seule sortie pour accéder à l'intérieur du château. Et là, face à nous, on accède immédiatement sur une cour intérieure? Exactement. Comment faut imaginer l'espace autrefois ici? Alors, la cour intérieure, c'est vraiment l'espace qui permet d'accéder à tous les niveaux du château. C'est l'espace dans lequel vous avez aussi la citerne et le puits, qui est le seul point d'eau de tout le château. Et d'ici, vous pouvez aussi accéder aux cuisines, à un grenier à grains dans lequel on va vraiment avoir tout ce qui va permettre de cuisiner. Et on trouve surtout des cellules. Venez. Dès 1540, le château d'If devient une prison. Oui, on appelle ça une prison même d'exception, c'est-à-dire que le château ne prend pas officiellement le titre de prison, mais par moment, il va devoir devenir prison. On va y accueillir des prisonniers dits de droit commun, des prisonniers de guerre, de religion
Les premiers prisonniers, par exemple, ce sont des pêcheurs aussi. Voilà, on va avoir tout type de prisonniers, mais sans officiellement que le château d'If devienne la prison d'If. Mais comment se répartissaient les cellules en fonction des différents niveaux? Alors, on a 3 types, on va dire, de cellules, je vais les appeler comme ça. Vous avez les culs de four, c'est le rez-de-chaussée des tours du château. Vous êtes sur de la terre battue, pas de lumière, rien du tout, vous vivez dans le noir. Des conditions qui sont très compliquées. Généralement, les prisonniers sont là très peu de temps, espérance de vie limitée. Après, vous avez des cellules dites collectives dans les galeries du premier niveau. Et là, dans cette galerie, puisqu'il n'y en a qu'une finalement, vous allez avoir plus de 200 prisonniers, les uns à côté des autres. Ils ont seulement une paillasse pour pouvoir s'allonger et essayer de dormir. Les conditions d'hygiène, bien sûr, ne sont pas du tout réunies. Mais au contraire des culs de four, vous avez un peu de lumière qui passe. Et vous avez la possibilité d'accéder au puits qui est dans la cour intérieure. Donc pouvoir avoir accès à l'eau. Mais j'imagine que quand on monte dans les étages, on monte aussi en catégorie, c'est plus luxueux? C'est, on va dire oui, plus luxueux. En fait, ce sont les cellules dites à pistoles. Donc en fait, c'est des cellules dont on monnaie nos conditions d'enfermement. Pistoles dû au nom de la monnaie de l'époque, qu'on appelle des pistoles. Et en fait, ce sont à la base les espaces donnés aux gardiens ou aux soldats quand le château d'If redevient un lieu de garnison, qu'on transforme en cellules individuelles cette fois-ci. Et vous avez un lit, parfois même une cheminée. Et si vous êtes prêt à monnayer encore plus, vous pouvez même avoir un bureau et de quoi écrire. Moi, je préférais rester là-haut, hein, c'est plus confort. Là, vous emmenez dans les parties les plus insalubres. Et nous avons le fameux cachot d'Edmond Dantès, le fameux héros du conte de Monte Cristo, l'ouvrage d'Alexandre Dumas. Mais cet Edmond Dantès, est-ce qu'il a été véritablement enfermé ici, est-ce qu'il a vraiment existé? Non, c'est un personnage de fiction. Edmond Dantès, c'est vraiment Alexandre Dumas qui le crée. Mais c'est un auteur qui est très doué pour jouer entre les limites entre fiction et réalité. Donc les gens pensent qu'il a existé. Surtout que les premiers gardiens qui vont ouvrir le château à la visite vont nommer une cellule dite d'Edmond Dantès pour vraiment s'inspirer du roman pour créer une visite. Et c'est eux qui vont creuser le trou, oh là là, voilà, comme dans le roman, qui fait le lien avec la cellule dite de l'abbé Faria. Et qui était l'abbé Faria pour Edmond Dantès? L'abbé Faria, c'est son camarade de cellule, on va l'appeler comme ça. C'est lui qui va lui permettre de s'évader. Quand l'abbé Faria va décéder, il va lui dire de prendre sa place dans le sac mortuaire, ce qui va lui permettre de s'évader du château. Parce qu'on prend le sac et on le lance à l'eau, n'est-ce pas? Exactement. Les morts étaient vraiment jetés à la mer dans le roman. Et il va arriver à sortir du sac, à nager jusqu'à la côte pour ensuite aller chercher le trésor dont l'abbé Faria lui avait donné les coordonnées pour financer sa vengeance. Attendez, je vais y aller. Mais vous m'arrêtez pas, c'est fou ça! On pourrait vraiment, parce que vraiment, le chemin est tracé. Hein, le chemin est tracé, mais voilà, c'est vraiment un trou de fiction. Alors soyons clairs, hein, c'est peut-être le seul détenu, Edmond Dantès, qui a réussi à s'échapper du château d'If. Oui. Pourquoi on dit que c'est impossible d'en sortir? C'est impossible parce que déjà vous êtes sur une île. À l'époque, les gens ne savent pas forcément nager. Et au-delà d'une île, il y a beaucoup de rochers autour de nous. Donc même si vous voulez sauter depuis le rempart, vous risquez de finir écrasé sur les rochers qui sont en contrebas. Et puis vous aviez quand même un certain nombre de gardiens sur l'île. Et une fois en mer, de nombreux passages de bateaux, donc c'est à vos risques et périls. Et puis n'oublions pas que c'est une forteresse, donc des remparts difficilement franchissables. Là encore, on voit plein de graffitis inscrits dans la pierre. Et là, ce sont aussi des graffitis, mais ils sont tout noirs. Oui, ces graffitis, on suppose, alors probablement laissés par des prisonniers, soit à l'aide de charbon, soit à l'aide d'une flamme, d'une bougie. Ah là voilà, la cellule du fameux voisin, l'abbé Faria. Allons-y. On y va. Quand je me penche, c'est moi que je vois, ça me donne la sensation d'être à la place de l'abbé Faria, c'est ça? Emprisonné? Oui, c'est un peu l'idée de l'installation, c'est de donner l'impression aux visiteurs, quand ils rentrent dans la cellule, grâce à une caméra qui est installée tout au fond, qu'il est lui aussi prisonnier dans la cellule de l'abbé Faria. Donc si je m'engouffre dans cette cellule, je retrouve le trou creusé depuis la cellule d'Edmond Dantès pour pouvoir communiquer plus facilement. Exactement. Le trou relie ces deux cellules. Alors, il est assez étroit, donc je ne suis pas sûre que nous, on passe. Un enfant peut-être. Vous êtes très vexante. Un petit enfant passe, mais voilà, l'idée est que ces cellules sont vraiment physiquement reliées entre elles encore aujourd'hui. Et là, ce n'est pas n'importe quelle cellule, c'est celle dite des condamnés à mort. Oui.
Il y a même le bruit. Mais somme toute, c'est plutôt spacieux pour des condamnés à mort. Oui, alors on suppose qu'il y avait un demi-niveau, sûrement avec un plancher en fait en bois qui vous donne 2 niveaux, mais c'est le type de cellule dans lequel ils étaient assez nombreux. Il y a beau avoir du volume, il faut pouvoir les loger. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette fois-ci, je vois des graffitis, mais alors là, beaucoup plus contemporains, non? Oui, là on est plutôt sur des graffitis de visiteurs. Mais les prisonniers étaient exécutés sur place, ici même, dans la cellule? Non, les prisonniers ne sont pas exécutés même sur l'île, ils sont exécutés sur Marseille. En fait, ça va vraiment être juste un cachot dans lequel ils attendent leur jugement. Non! Libérez-moi, je veux sortir! Mais pareil, un nom, une date, et qui vont même nous indiquer un peu à partir de quel moment le château commence à ouvrir au public. Mais les tout premiers graffitis remontent à quelle époque? Les tout premiers remonteraient au XVIe siècle. On a commencé à faire un inventaire qui n'est pas terminé, puisqu'on compte plus d'une centaine de graffitis sur l'ensemble du château. Autour de moi, qu'est-ce que j'ai comme graffiti par exemple? Là, vous avez surtout des graffitis de prisonniers. Ici, dans la cour du château, on est sur les graffitis, on va dire le corpus le plus important. Ils sont laissés par des détenus politiques de 1848. La particularité, c'est que contrairement à d'autres graffitis, on a vraiment une frise qui se construit avec des blocs. Et sur ces blocs, vous avez un prénom généralement, ou un nom de famille, une date, et marqué soit détenu politique, soit républicain. L'idée est vraiment de marquer pourquoi ils sont enfermés, de continuer à porter leurs convictions même en prison. Et la particularité, c'est que ce sont les geôliers qui vont donner aux prisonniers de quoi tailler dans les murs du château pour éviter en fait l'insurrection au sein même du château. Mais attendez, c'était pas un peu dangereux de faire ça, donner du matériel pour graver, mais ça veut dire aussi pour creuser peut-être des trous et s'enfuir du château d'If? Alors, s'enfuir du château, c'est quasiment impossible. Ils vont vraiment vouloir y laisser un message, c'est aussi une manière pour eux d'attester qu'ils ont été emprisonnés ici. Est-ce que certains graffitis de détenus comportaient des dessins également? Plus que des dessins, ça va surtout être des symboles qui vont correspondre à leur corps de métier. On va avoir par exemple des symboles ici qui sont reconnaissables des tailleurs de pierre. On va avoir parfois aussi des chaînes. C'est la chaîne de l'enfermement. Ils veulent vraiment faire passer un message très fort et continuer à porter leurs convictions politiques même en prison. Et le message le plus parlant, il est au-dessus de la porte principale. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il est inscrit là-haut? Il est écrit « Hôtel du peuple souverain ». Ça veut tout dire. Jusqu'au bout, ils vont porter leurs convictions. La plupart des détenus de 1848 sont envoyés au bagne, donc ils sont ici en attente de jugement. Et jusqu'au bout, ils continuent à porter leurs convictions politiques. Nous voici à présent dans la cellule du prisonnier Anselme. Face à moi, un tableau blanc avec quelques graffitis, mais plus récents. Et c'est pour ça que j'ai pris ce stylo. Parce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous allez pouvoir y laisser votre propre graffiti. En fait, les visiteurs continuent encore aujourd'hui de laisser un message. Une fois que vous aurez écrit, que ce mur sera rempli, on prend en photo, on le met sur les réseaux sociaux pour qu'on continue de véhiculer le message des visiteurs. Alors, dans l'imaginaire collectif, on est persuadé que le fameux masque de fer ou encore le marquis de Sade ont été enfermés ici. Mais est-ce que c'est vrai? Alors non, le masque de fer, c'est un personnage qui a réellement existé. Et donc, les gens sont persuadés que c'est le type de prisonnier qu'on a pu avoir au château d'If. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parmi les plus célèbres prisonniers au château d'If, qui a-t-on? On a par exemple le commandant du Grand Saint-Antoine. Le Grand Saint-Antoine, c'est le navire qui va apporter la peste jusqu'en France, à Marseille. Alors, on va vite se rendre compte que finalement, ce n'est pas de sa faute que la peste est arrivée jusqu'à Marseille, mais il fallait bien un coupable. Donc c'est lui qui est enfermé au château pendant 2 ans. Et on va avoir surtout là un prisonnier un peu particulier qui est le général Kléber. C'est sa dépouille qu'on enferme au château, et pas lui. Pourquoi? Alors, le général Kléber, c'est un général de l'armée napoléonienne qui participe aux grandes conquêtes, en particulier en Égypte. Mais il va se brouiller avec Napoléon. Mais comme Kléber meurt à la guerre, c'est une personnalité que les gens envient. Il a une très belle cote.
Napoléon n'a pas envie que Kléber lui fasse de l'ombre et donc il va décider que sa dépouille ne franchirait pas le sol français et donc il restera enfermé pendant 18 ans au château d'If. Et est-ce qu'il est vrai que certains parents enfermaient leurs enfants ici? Oui, alors c'est une pratique qui est assez courante, en particulier sous Louis XIII, Louis XIV. On va avoir par exemple le comte de Mirabeau, qui lui sera enfermé sur lettre de cachet à la demande de son père, pour le protéger de lui-même, puisque Mirabeau, dans sa jeunesse, est une personne assez volage, qui aime jouer et donc qui est endetté jusqu'au cou. Et donc pour payer ses dettes et éviter que son fils finisse sûrement dans le caniveau, comme on dit à l'époque, va être enfermé. Alors sur lettre de cachet, ça veut dire signé de la main du roi? Exactement. Mirabeau, lui, il sera enfermé dans une cellule à pistoles puisqu'il va monnayer quand même les conditions d'enfermement. Mais on va quand même lui donner certains privilèges. Donc il va être dans une de ces cellules, il a le droit à la cheminée, à un lit. Mirabeau aura même le droit à une table et de quoi écrire, ce qui est très rare pour les prisonniers. Mais on sait par de nombreux écrits que même emprisonné, Mirabeau va réussir à séduire la seule femme de l'île, la cuisinière. Donc comme quoi, jusqu'au bout, ses mœurs le rattrapent. Est-ce qu'on sait quels sont les premiers et derniers détenus ici? Oui, les tout premiers prisonniers, ce sont deux petits pêcheurs marseillais qui vont être pris en train de pêcher alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation. On est au XVIe siècle. Et les derniers prisonniers, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Le château reprend sa fonction de lieu de défense et de prison. Et donc ce sont les Allemands qui seront enfermés au château. Le château comporte 3 tours, dont celle-ci, la tour Maugouvert. C'est ça, là on est au sommet de la tour Maugouvert qui est composée d'un parapet qui est bas, qui permet en fait d'avoir une visibilité sur Marseille et toute la rade et donc les différentes arrivées en provenance de la mer des différents bateaux. Nous arrivons dans la seconde tour, la tour Saint-Jaume, et au contraire de la tour Maugouvert, son parapet est beaucoup plus haut et on a des petites ouvertures qui elles vont permettre d'installer des canons pour pouvoir viser en fait les mâts des bateaux et faciliter le fait qu'ils puissent couler derrière. Troisième tour, la tour Saint-Christophe, il s'agit là d'un donjon. Oui, alors on appelle ça le donjon parce que c'est la tour la plus haute du château. Dans cette tour, on va y stocker tout le matériel d'artillerie. C'est pour ça que vous avez une porte qui est beaucoup plus large, voilà, avec une ouverture assez grande pour pouvoir faire passer le matériel. Et si vous regardez sur votre gauche, vous voyez, il y a une petite avancée, une colonne qui descend. En fait, cette colonne permettait de faire évacuer les eaux de pluie qui tombaient au sommet de la tour. Et ça tombe directement dans les latrines qui sont juste derrière ce mur. Les toilettes ici. Exactement. Alors autrefois, ce donjon était une chapelle, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, cet espace ne sert pas d'espace de stockage pour l'artillerie. On va le transformer en chapelle, puisque tout château, même prison qui se respecte, est doté d'une chapelle pour permettre aux gens d'avoir une messe, de prier. Et peut-être d'avoir un moment de confession avant la condamnation à mort. Sous mes yeux, une maquette. Est-ce que c'est aussi une fortification de Vauban? Alors non, pas du tout. Le château n'est en rien, et même l'île d'If n'est en rien une fortification de Vauban. Le château, il est construit bien avant, ainsi que les remparts. Mais sous l'époque de Louis XIV, Vauban va être missionné pour faire un état des lieux de tous les systèmes défensifs du royaume de France. Donc il va passer par l'île d'If. Il va même décrire l'île d'If et le château comme un lieu qui n'a aucun intérêt défensif. La seule chose qu'il va ordonner, c'est de surélever les remparts, mais il ne va rien changer. Cette évaluation des fortifications qui est demandée par Louis XIV, elle s'accompagne de maquettes pour pouvoir visualiser à quoi ça ressemble. Et donc là, ce que vous avez, c'est une copie de la maquette originale que vous pouvez trouver encore aujourd'hui au musée des plans reliefs à Paris. Et voilà, je suis au sommet du donjon, avec une vue à 360 degrés tout autour de moi, Marseille en face, les îles du Frioul et puis la mer à perte de vue. Et ce qui est très amusant, c'est que d'ici, on a un effet d'écho que vous n'entendez pas, qu'on entend uniquement là. Et finalement, ces 3 tours servent de poste d'observation. Mais est-ce qu'à part le château, on a d'autres bâtiments qui ont été conservés? Il y a très peu de bâtiments sur l'île, en dehors du château. Il va nous rester aujourd'hui le casernement Vauban, qui était aussi le logis du gouverneur, donc qui est juste en contrebas, vous pouvez le voir. À côté, on va avoir ce qu'on appelle le cabanon provençal. C'est une construction qui est beaucoup plus récente, enfin, même si elle a quand même une centaine d'années, puisque c'est une construction qui est mise en place par les premiers gardiens du château. C'est typiquement marseillais.
Ce sont des cabanons dans lesquels ils avaient un peu leurs espaces potagers, petits espaces pour boire le café et tout ça. Et c'est vraiment instauré quand on ouvre le château à la visite. Il y avait d'autres bâtiments sur l'île, mais qui vont disparaître après la Seconde Guerre mondiale puisqu'ils sont beaucoup trop abîmés, en ruine. Donc en fait, on va devoir les faire tomber pour des questions de sécurité, comme le magasin d'artillerie et la poudrière. Alors là, ce qu'on voit en dessous, ce sont des vestiges de la Seconde Guerre mondiale? Oui, c'est ça. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île d'If et le château vont être occupés par les Allemands. Les Allemands, ils vont vraiment redonner au château sa première fonction, qui est une fonction défensive, et surtout de pouvoir, au besoin, attaquer l'ennemi qui pourrait arriver par la mer. Et donc ils vont installer des mitraillettes à des points stratégiques sur l'île et aussi quelques bunkers pour pouvoir se protéger en cas de bombardement. C'est des blocs en béton tout simplement creusés dans le rocher de l'île. Il y a eu beaucoup de dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale ici? Alors, il y a eu peu de dégâts sur le château en tant que tel, mais sur l'île, on sait que quelques bâtiments sont bombardés, et en particulier le phare. Il va falloir le reconstruire après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il sera vraiment en très mauvais état suite au bombardement pendant la libération de Marseille. Mais on peut pas aller voir en bas de plus près les vestiges? Alors, aujourd'hui, je vous le déconseille, puisque en ce moment, on est en période de nidification sur l'île. Vous avez de nombreux gabions, donc ce sont les goélands marseillais. Et sur ces espaces où on a les bunkers, c'est fait partie des endroits où les gabions aiment faire leur nid. Oui. Et il y a eu de nombreux petits qui sont arrivés ces derniers jours. Donc si on veut éviter de se faire attaquer, on va éviter d'y descendre. Non mais c'est une blague, on se fait pas attaquer par un gabion aussi? Si, réellement. Ils ont un côté très protecteur de leur nid et de leurs petits. Et donc du coup, vraiment, coup de bec, ils sont capables sur la tête. Bon, eh bien nous verrons les vestiges d'ici. Nous voici à présent dans le cabanon provençal. Et en fait, c'est peut-être le seul endroit de l'île où on trouve un petit peu d'ombrage, notamment sous ce pin. Au niveau de la faune, quels sont les habitants de l'île? Je sais qu'on a les gabions, évidemment. Quoi d'autre? On a aussi ce qu'on appelle des phylodactyles. Ce sont des tout petits lézards qui font la taille de votre pouce et qui sont transparents et qui nichent dans les remparts du château. Et là, on peut en voir quelques-uns, par exemple? Là, non, vous en verrez pas, parce que la particularité, c'est qu'ils sortent de leur niche uniquement la nuit. Parce que, en fait, ils sont dérangés par la lumière, et donc c'est pour ça que la journée, ils restent dans le rempart et ils sortent une fois qu'il fait nuit. Mais comment ça se fait qu'on ne les trouve qu'ici? On les trouve aussi autre part, à Marseille? Alors non, sur Marseille on les trouve pas. On va les trouver aussi sur le reste de l'archipel du Frioul, mais c'est une espèce effectivement qui est protégée, qui était même en voie de disparition il y a encore quelques années. Pour vous, c'est important la biodiversité à protéger absolument? Oui, la restauration, c'est pas que le patrimoine bâti, ça va aussi avec la restauration de la faune et la flore qui est nécessaire pour notre quotidien. Là, je vois autour de moi qu'il y a quelques petites plantations, melons, poivrons, on a un pin, un figuier un peu plus loin. Mais c'est tout quoi, il n'y a plus rien qui pousse ici. Oui, alors déjà vous êtes sur un rocher, donc c'est difficile de creuser dans la terre et de vouloir y planter quelque chose. Et surtout, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les bunkers, on va avoir beaucoup d'armements qui sont enterrés. Et cet armement, malheureusement, il a dégagé du plomb. Et donc le sol est assez infesté en plomb. Donc tous les bacs que vous voyez, dans lesquels on a planté du melon, des courges, des fraises, en fait, c'est de la terre qu'on a fait importer du continent, comme on aime dire, c'est de la terre qui arrive juste de Marseille. Il n'y a plus personne qui habite sur cette île, il n'y a pas de gardien d'île? Non, il n'y a plus de gardien depuis au moins une trentaine d'années, pour des questions d'accessibilité au site, puisque en fonction de la météo, on ne peut pas forcément accoster au château d'If. Il y a toute une campagne de restauration en ce moment au château d'If. Ici, c'est bouche à feu sur la façade avant du château. Oui, on a commencé ces travaux il y a environ 3 mois et on en a encore au moins pour une dizaine. C'est une restauration qui était nécessaire puisque ces bouches à feu, elles n'ont encore jamais été restaurées depuis qu'elles existent. Mais une bouche à feu, qu'est-ce exactement? J'imagine que du feu sort, de l'artillerie donc? Non, une bouche à feu, c'est une ouverture qui est creusée dans la façade principale et qui permet de créer un angle de tir pour défendre le château. C'est à partir de ces ouvertures qu'on va pouvoir tirer les canons ou utiliser d'autres systèmes d'artillerie pour viser en fait l'ennemi qui arrive au château. Ces bouches à feu, elles n'ont jamais été restaurées et donc la pierre commençait vraiment à s'effriter et à tomber. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce chantier et au total qui va durer presque 1 an. Et ensuite, y aura-t-il d'autres travaux? Alors les travaux suivants qui sont prévus, c'est la construction d'un restaurant. Il y a un des bâtiments qui est abandonné et on va en faire le restaurant du château et puis on espère prochainement aussi une nouvelle boutique. Ça, ce sont les travaux à venir, mais les travaux qui ont déjà été effectués sur le château? Ce sont sur les remparts. Il y a eu une énorme campagne de restauration des remparts qui a duré 4 ans. On a dû vraiment reprendre toutes les pierres de tout le rempart qui fait le tour de l'île
Pareil, avec le temps, la pierre s'abîme, elle s'effrite, le vent creuse. Et donc le moellon qui fait le lien entre les différents blocs de pierre était en train de disparaître et les pierres de tomber. Donc on a mis 4 ans à restaurer l'ensemble du rempart de l'île. Alors évidemment, le château d'If a inspiré toute la littérature française, notamment avec Alexandre Dumas et son fameux Comte de Monte Cristo, et Edmond Dantès, son héros, récemment interprété par Pierre Ninet, plus anciennement par Gérard Depardieu. Oui, mais toutes ces interprétations, tous ces films qui ont été faits autour du Comte de Monte Cristo, finalement, ce n'est pas ce qui nous fait venir les touristes. C'est surtout le roman en tant que tel. Alexandre Dumas, c'est un auteur qui est très lu à l'étranger. Par exemple, les touristes chinois font partie de nos premiers touristes étrangers, puisque le Comte de Monte Cristo est un livre lu par la veuve de Mao Zedong. Et donc du coup, ça influe, c'est très lu aussi par la population chinoise. Le château d'If inspire également le monde sportif. Je crois qu'il y a un défi de natation. Oui, ça s'appelle le défi Monte Cristo. L'idée de traverser la rade de Marseille à la nage. Vous partez depuis Château d'If jusqu'à la plage du Prado. On refait la traversée mythique d'Edmond Dantès lorsqu'il s'évade du Château d'If. C'est une course qui est vraiment reconnue au niveau même européen, puisqu'on a des milliers de nageurs chaque année et plusieurs départs par jour sur 2 week-ends. Ça représente quelle distance pour rejoindre Marseille depuis le Château d'If? Environ 5 km. Quand même, et combien de temps? C'est plusieurs heures? Je crois que les tout premiers qui arrivent font quasiment 1 heure, donc ce qui est très rapide. Les derniers sont autour de 3 heures de nage. Si vous souhaitez à votre tour visiter le château d'If, sachez qu'il est ouvert tous les jours, sauf les lundis et certains jours fériés, du 1er avril au 30 septembre de 10h à 18h et du 1er octobre au 31 mars de 10h à 17h. Attention toutefois, en raison des intempéries, le château peut être inaccessible. Les bateaux n'assurent pas la traversée. Prix de l'entrée 7 €, mais c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Comptez également 11 € pour l'aller-retour en bateau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du château d'If.